À chaque fois que nous nous rendons vers Manu, concrètement, c'est pour les mêmes intérêts, c'est-à-dire apporter une aide alimentaire et pour cette mission également médicale, puisqu'on a ramené un infirmier sur place. Alimentaire parce que les besoins alimentaires en fait ne sont pas couverts, même si vous avez beaucoup d'ONG officielles comme le WFP, le NHCR, Action contre la faim qui travaillent sur place parce qu'ils se sont pliés au diktat en fait, du gouvernement et qu'ils acceptent les conditions. Simplement, il y a encore beaucoup de... Alors, moins cette année. L'année dernière, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants qui n'ont pas été recensés, tout simplement parce que le gouvernement ne veut pas effectuer ce travail. Il demande aux ONG de le faire. Et pour avoir parlé personnellement avec des personnes responsables sur place d'une partie des camps, des personnes notamment de l'ONU, ils savent pertinemment, en fait, la condition du gouvernement, c'est que si vous faites un recensement, vous nous donnez les chiffres, et vous nous donnez les noms, et vous nous dites qui est où. Et ils savent pertinemment que ça, c'est un grand danger pour les redire. C'est-à-dire que derrière, ils savent exactement le jour où... beaucoup d'ONG pensent qu'en fait, elles participent malgré elles à un business, c'est-à-dire que Sikwe avant c'était un pays qui... Moi je m'y suis rendu pour la première fois en 2014, janvier 2014, il y a eu une énorme évolution de la ville en fait, tout simplement parce que les ONG payent leur tribut au gouvernement. Les hôtels sont, si vous enlevez les membres des ONG et les journalistes, il n'y a plus personne dans ces hôtels. C'est juste un passage pour venir où ce sont des touristes qui viennent une journée et qui s'en vont. Et du coup, il y a un grand business qui est fait autour de ça. Et les ONG pensent que du jour au lendemain, notamment avec les élections qui approchent, parce qu'il faut savoir que l'islamophobie est un grand vecteur maintenant c'est un vecteur d'intérêt politique sur place, et que du coup, les ONG savent que du jour au lendemain, elles peuvent être invitées à prendre la porte. Notamment, vous avez, il y a quelques mois, MSF qui a commis le crime incroyable d'oser raconter que suite à des violences, ils avaient soigné une soixantaine de personnes. Ils ont leurs bureaux ont été, dans les jours qui ont suivi, leurs bureaux ont été saccagés. Les membres de MSF ont été bousculés et ils ont été... alors ils ont d'abord été expulsés du pays, puis autorisés à travailler seulement dans certains endroits très, très circonscrits. Je ne vais pas m'attarder en fait sur les conditions de vie à l'intérieur des camps, parce que je pense que vous les imaginez. En tout cas, sur le plan alimentaire, il y a de réels manques, mais les manques les plus importants, ce sont les manques sur le plan médical. Il faut savoir qu'il y a déjà, pour être honnête, la Birmanie elle-même, au niveau de l'appareil médical, c'est un pays du tiers-monde, c'est un pays avec peu de compétences et peu de moyens en termes médicaux. Maintenant, ajouté à ça, à l'intérieur des camps, vous avez la problématique que la plupart des hôpitaux sont gérés soit par des ONG, c'est-à-dire une petite partie, soit imposés par le gouvernement ou par des Rakhine. Les Rakhine étant l'ethnie dont nous avons parlé, qui est en conflit permanent avec le Rohingya. Et donc, les Rohingyas nous expliquent qu'ils ne peuvent pas faire confiance à ces médecins, qu'on ne s'occupe pas d'eux. On est parti là-bas avec un infirmier qui s'est rendu à l'intérieur de certains hôpitaux. Il m'a dit, mais à part de la pénicilline et de l'efferalgan, il n'y a rien dans ces hôpitaux. C'est-à-dire, ils sont là parce que des gens ont payé pour que les hôpitaux soient là. Il n'y a aucune intention de soigner ces gens. Il y a également de plus en plus, c'est de plus en plus fréquent, ça fait... Jusqu'à maintenant, on avait toujours refusé d'en parler parce qu'il n'y avait pas de preuves concrètes. Mais vous avez de plus en plus de Rohingyas qui nous disent nos femmes enceintes, et ça rejoint ce que disait Sophie Hansen par rapport au fait qu'ils estiment qu'il y a trop d'enfants Rohingyas, nos femmes enceintes, elles vont à l'hôpital et elles ne ressortent pas. Elles meurent avec les enfants.
Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été dit à maintes reprises. Et cette semaine, j'ai eu confirmation, en off bien sûr, par des personnes qui travaillent dans des organisations non gouvernementales officielles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se permettre de dévoiler ce problème. Il faut savoir également que dans les camps, en fait, les ONG sont autorisées à être sur place entre 8h et 18h. Or, l'armée, la police y est 24h sur 24. Donc la police, en fait, se permet le soir, c'est comme... Il y a des cas ils se saoulent, ils vont se servir dans les échoppes, dans les petits magasins du camp. Ils sont violents et il y a de plus en plus de cas de viol qui sont eux aussi recensés par les ONG mais dont elles ne peuvent pas parler au risque d'être expulsées. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de ce qui se passe à Sittwe même, c'est-à-dire en dehors des camps, dans la ville, parce que ça me paraît assez révélateur en fait de l'ambiance générale anti-musulmane qui règne dans cette ville. Je ne sais pas si vous avez entendu d'un groupe extrémiste bouddhiste qui s'appelle le 969, qui est un groupe de rassemblement de moines bouddhistes, de militaires haut placés, de certains politiques et bien sûr qui est suivi par une grande majorité de la population parce que malheureusement la propagande est très suivie et le niveau d'éducation reste assez pour que les gens puissent un peu décerner le vrai du faux est assez bas. Donc, et il faut savoir aussi que personne là-bas ne contredit un moine bouddhiste. Il y en a certains, même avec qui moi j'ai parlé, des bouddhistes qui m'ont dit non, mais nous on n'est pas pour ça, notre religion, on n'a pas le droit de tuer un animal, je vois pas pourquoi on aurait le droit de tuer un homme. Mais déjà ils sont très minoritaires et ils ne se permettront jamais de contredire une autorité religieuse. Ça c'est tout à fait exclu. Donc pour en revenir au 969, le mouvement dont je vous parlais, quand vous avez une bonne moitié des échoppes, des hôtels, où vous avez la première chose que vous voyez, c'est une plaque 969, histoire que vous sachiez où vous êtes. C'est-à-dire, moi j'ai fait un peu l'innocent, je suis allé acheter une bouteille dans une petite échoppe, et puis je vois au-dessus de ma tête, il y avait le logo, et je dis, ah mais c'est quoi ça, je vois ça partout ici. Il me dit, mais ça... Et puis ce qui est hallucinant, c'est la gentillesse en fait, la personne qui m'a répondu ça, elle n'est même pas gênée en fait, elle vous dit ça avec le sourire, elle fait non mais ça veut dire qu'on n'aime pas les musulmans. Et je lui dis, ah bon, mais pourquoi, c'est quoi le problème? Non, ils sont méchants, ils font trop d'enfants, c'est des terroristes. Je dis, ah d'accord, mais il y en a beaucoup ici. Elle me fait, vous savez, déjà un ou deux, c'est trop déjà. Voilà, ça c'est le... Et le problème, ce qui est hallucinant, c'est que la haine est tellement intégrée que c'est même pas quelque chose qui la gêne de le dire en fait. Je vous dis ça en rigolant, c'est normal. C'est comme si moi j'étais présumé penser pareil en fait. Tout le monde pense pareil. C'est des musulmans, ils sont pourris. Voilà, c'est normal. Vous avez les mosquées sont une mosquée notamment qui date du XIIIe siècle. Elles sont cachées par des panneaux publicitaires, il ne faut pas qu'on les voit. Vous avez l'armée dedans, avec des fois des chiens à l'intérieur. Le quartier musulman d'Omingala, dont tout à l'heure Sophie Ansel a parlé, maintenant il est totalement bouclé, il n'y a plus du tout d'accès. La seule chance qu'ils ont en fait, c'est que là-bas aussi il y a une possibilité de corruption, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas à manger dans les camps, ils payent un militaire pour qu'il le laisse sortir, qu'il aille acheter à manger et revient. Donc 2-3 fois par semaine, il y a des petits groupes de familles qui payent pour avoir le droit d'aller chercher à manger ou d'aller chercher de l'aspirine. Voilà. Sinon, mais eux-mêmes, en fait, les habitants de ce quartier, au Mingala, vous disent eux-mêmes, heureusement que ces gens sont corruptibles. Parce que sinon, dans les 2 mois, on meurt tous. Voilà, il y a une chose aussi sur laquelle je voulais revenir. Tout à l'heure, Sophie Ansel vous a parlé du Nazi Corner. Nazi Corner, ça n'a rien à voir avec Nazi, c'est le nom d'un village. C'est le nom d'un village qui était là-bas. Pour vous dire, j'aimerais en fait, à travers ce témoignage, vous parler de l'imbrication
de la collusion entre les politiques, les moines, les leaders religieux extrémistes et la population. Le Nazi Corner, c'était un village en fait assez grand, à majorité musulmane, dans lequel vous aviez une tour de communication pour la radio, pour les téléphones. Vous aviez une école, donc une école qui appartient à l'État, et vous aviez quelques maisons bouddhistes. Un petit quartier bouddhiste dans le village. Quand il y a eu les violences, ce qui s'est passé simplement un soir, des bouddhistes, des moines bouddhistes sont venus avec des centaines de personnes dans ce village. Et au même moment, la police a entouré la tour de communication, a entouré l'école et a entouré les villages, les maisons bouddhistes. Et tout le reste a brûlé en 2 heures. Pour vous dire que tout ça, ce qui est souvent présenté comme des violences interethniques, c'est pas des violences interethniques, c'est un programme, c'est un complot, c'est quelque chose qui est organisé. Ce ne sont pas des, comme on vous dit souvent, pour justifier, par exemple en 2012, au début des violences, on avait justifié, on avait mis le feu à un bus rempli de musulmans, et on avait expliqué, le gouvernement a expliqué que c'était une femme bouddhiste qui avait été violée par des musulmans, et que du coup c'était juste une vengeance et qu'il n'y avait pas de que le gouvernement, l'armée, la police n'avaient rien à voir avec ça. C'est totalement faux. Dans la grande majorité des violences, vous avez systématiquement l'armée qui est présente et qui soit n'agit pas parce que le nombre est suffisant pour qu'il n'ait pas à intervenir, soit si besoin agit elle-même.